Bonjour et bienvenue une nouvelle fois dans la deuxième partie du chapitre physique générale des rayonnements. Dans la première partie, on a vu les rayonnements électromagnétiques. Maintenant, on va voir les rayonnements particulaires. Alors, les rayonnements particulaires sont constitués de particules. Ça veut dire qu'ils sont constitués de matière et donc ils doivent posséder une masse. Ils peuvent posséder aussi une charge électrique. Ils possèdent une vitesse, une quantité de mouvement, une énergie cinétique, et aussi selon le principe de dualité onde-corpuscule, on peut leur associer une onde. Alors, la première grandeur caractérisant le rayonnement particulaire, c'est sa quantité de mouvement. Elle est égale à la masse multipliée par la vitesse. La quantité de mouvement possède deux propriétés. C'est l'additivité, ça veut dire que si l'on a plusieurs particules, la quantité de mouvement totale de toutes ces particules est égale à la somme des quantités de mouvement de chaque particule. La deuxième propriété, c'est que la quantité de mouvement est conservée. Donc si on a un ensemble de particules isolées du reste du monde, leur quantité de mouvement est conservée, quelles que soient les interactions entre ces particules. L'énergie cinétique est donnée par la relation EC égale à 1 demi m fois V au carré. Alors, cette relation-là, c'est de la mécanique. En électricité, on peut écrire que EC est égal à Q fois U. Alors, dans le cas où la particule possède une charge Q et qu'elle se déplace sous l'effet d'une différence de potentiel E. Là, ici, on donne les relations entre l'énergie cinétique et la quantité de mouvement. Alors, sachant que P est égal à M fois V et EC est égal à 1 demi M fois V au carré, on peut écrire que EC est égal à P carré sur 2M. Ou bien, à l'inverse, on peut écrire que P est égal à racine de 2M fois EC. Et en remplaçant EC par Q fois U, on peut écrire que P est égal à racine de 2M fois Q fois U. La relation de De Broglie pour la longueur d'onde associée à la particule s'écrit comme ça. P est égal à H sur lambda. Elle est similaire à la relation qu'on applique au rayonnement électromagnétique. Donc, cette relation-là, P est égal à H sur lambda, est valable dans tous les cas, que ce soit pour les rayonnements électromagnétiques ou bien pour les rayonnements particulaires. Là, il y a une propriété de la mécanique classique. Alors d'abord, toutes ces relations-là qu'on vient de voir sont issues de la mécanique appelée mécanique classique, ça veut dire ancienne mécanique. Alors, dans la mécanique classique, il y a un principe, c'est l'additivité des vitesses. Alors, prenons par exemple deux voitures, la voiture numéro 1 et la voiture numéro 2, qui se déplacent l'une vers l'autre, ça veut dire dans des sens opposés, et chaque voiture se déplace avec sa propre vitesse. V1 pour la première voiture et V2 pour la deuxième voiture. Alors, pour l'observateur, pour un observateur qui est dans la deuxième voiture, pour lui, la vitesse de la première voiture est égale à V1 plus V2. Alors, si les deux voitures se déplacent dans le même sens, maintenant, la vitesse de la première voiture par rapport à l'observateur qui se trouve dans la deuxième voiture est égale à V1 moins V2. Donc, vous voyez que la vitesse relative d'un objet par rapport à un certain observateur dépend du sens de déplacement de cet objet par rapport à l'observateur.
Alors, si on applique ce principe-là, par exemple, à un photon qui se déplace à une vitesse c, donc si par exemple on prend la planète Terre et un photon qui se déplace vers la planète Terre, alors la Terre, elle se déplace à une vitesse v, et le photon, comme on le sait dans le vide, se déplace à une vitesse c. Donc si l'observateur se trouve sur la Terre, pour lui, normalement, la vitesse du photon doit être égale à c plus v. La même chose, si l'observateur qui se trouve sur la Terre et le photon se déplacent dans le même sens, normalement, pour l'observateur situé sur la Terre, le photon va se déplacer à une vitesse relative égale à c moins v. Seulement, l'expérience a démontré que ces résultats-là sont faux. Alors, jusqu'à la fin du 19e siècle, les physiciens ont fait des expériences pour mesurer la vitesse de la lumière. Et ils ont trouvé que la vitesse de la lumière était toujours constante, qu'elle était toujours égale à c, quel que soit le sens de déplacement de cette lumière. Alors, pour expliquer cela, si on applique la mécanique classique, on ne peut pas expliquer ce phénomène-là. Donc, pour expliquer cela, les physiciens ont développé une nouvelle mécanique appelée mécanique relativiste. Alors, dans le cas de la mécanique relativiste, dans le cadre de cette mécanique, la vitesse relative est égale à cette expression-là. Ce n'est plus V1 plus V2 ou bien V1 moins V2, comme dans le cas de la mécanique classique. Ça veut dire que les vitesses étaient additives, mais la relation est un peu plus compliquée. Alors, si on applique ça au cas du photon qui se déplace dans le sens ou bien dans le sens inverse de la Terre, par exemple, on va obtenir que la vitesse relative du photon par rapport à la Terre est égale à c. Et ceci, quel que soit le sens de déplacement du photon. Comme trouvé dans l'expérience. Alors, si, par exemple, les vitesses V1 et V2 des deux objets étaient très très faibles par rapport à c, on aura V1 fois V2 sur c carré presque nul, ce qui donne que V1 est égal à V1 plus V2. C'est la relation donnée par la mécanique classique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mécanique classique, c'est une approximation des résultats de la mécanique relativiste lorsque les vitesses sont très faibles par rapport à c. Ça veut dire que la mécanique classique, on peut l'utiliser uniquement lorsque les vitesses des objets étudiés sont très faibles par rapport à c. Si leurs vitesses sont proches de c, on doit obligatoirement utiliser les lois de la mécanique relativiste. Alors, la théorie de la mécanique relativiste a été développée pour expliquer, comme on l'a déjà dit, le fait que la lumière possédait une vitesse constante, quel que soit le référentiel utilisé pour la mesurer. Alors, cette mécanique est basée sur les deux postulats suivants, qui ont été émis par Einstein en 1905. Alors, le premier postulat, c'est que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs se trouvant dans des référentiels galiléens. Un référentiel galiléen, c'est un référentiel qui se déplace à une vitesse constante. Le deuxième postulat, la vitesse de la lumière dans le vide possède la même valeur, qui est c, qui est égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et ceci dans toutes les directions et dans tous les référentiels galiléens. Alors, la vitesse de la lumière c dans le vide est une vitesse limite qu'aucune entité ou bien aucun objet physique transportant de l'énergie ne peut dépasser. Ça veut dire qu'il n'existe aucun objet
qui possède une vitesse supérieure à c. Alors, pour vérifier ce deuxième postulat, le physicien Bertholdi a fait une expérience. Alors lui, il a dit qu'en mécanique classique, on a EC est égal à 1 demi mv au carré, et elle est égale aussi pour un électron à E fois U, puisque la charge de l'électron c'est E. Et donc, d'après cette relation-là, on a V sur C au carré est égal à 2 fois EU sur M C au carré. Ça veut dire que V sur C au carré varie linéairement avec la différence de potentiel U. Donc, si U augmente indéfiniment, normalement, V sur C au carré va augmenter linéairement avec U et va augmenter indéfiniment. La vitesse aussi, c'est racine de 2E fois U sur M. Donc, si U augmente, V aussi va augmenter. Si U augmente jusqu'à l'infini, V doit augmenter jusqu'à l'infini. Alors, pour vérifier cela, alors toutes ces relations-là sont issues de la mécanique classique. Donc, normalement, la vitesse n'a pas de limite. Si U n'a pas de limite, V aussi n'a pas de limite. Alors, pour vérifier cela, Bertholdi a fait une expérience. Donc, il a pris un filament qui, lorsqu'il est chauffé par un courant électrique, va émettre des électrons. Ces électrons-là sont accélérés par une différence de potentiel appliquée entre le filament et une plaque qui contient une fente en son centre. Donc, les électrons seront accélérés par une tension d'accélération U et normalement d'après la mécanique classique, plus cette tension va augmenter et plus la vitesse des électrons mesurée ici sera grande, sans limite. Alors Bertholdi, lorsqu'il a fait son expérience, il a mesuré V sur C au carré en fonction de la tension U. Là, il a trouvé ces résultats comme ça, ces points-là en orange. Ce sont les résultats de son expérience. Alors, normalement, si on applique la mécanique classique, normalement, V sur C au carré est linéaire. Il varie linéairement avec U, comme on l'a déjà vu. Mais lui, il a trouvé des résultats très différents des résultats de la mécanique classique. Par contre, si on applique les lois de la mécanique relativiste, on va trouver cette courbe-là. Ceci prouve que les lois de la mécanique classique ne sont valables que pour les valeurs très faibles de la vitesse. Alors, à la limite de 0,1, C. D'ailleurs, on voit que les deux courbes donnée par la mécanique classique et la courbe donnée par la mécanique relativiste sont similaires, pratiquement les mêmes, lorsque les vitesses sont faibles par rapport à C. Là, ici, on représente ici la vitesse de la lumière qui est égale à C. Ici, les résultats de la mécanique relativiste. Et ici, les résultats en rouge, les résultats de la mécanique classique. Donc, vous voyez que la mécanique relativiste montre que la vitesse de l'électron va augmenter. Elle va augmenter, mais ne va jamais dépasser la vitesse de la lumière. Comme postulé par Einstein, qui a dit que il n'existe aucun objet physique qui possède une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Par contre, dans le cadre de la mécanique classique, la vitesse n'a pas de limite. Elle peut augmenter jusqu'à l'infini si la tension d'accélération, elle, augmente jusqu'à l'infini. Et donc, comme résumé, on peut dire que la mécanique classique est seulement valable lorsque les vitesses des objets étudiés sont inférieurs
à 0,1 c. Si la vitesse est supérieure à cette limite, on doit impérativement utiliser la mécanique relativiste. En mécanique relativiste, il y a certaines grandeurs physiques qui caractérisent le rayonnement particulaire. Alors, la première chose, c'est la masse. Alors, en mécanique relativiste, on a plusieurs types de masse. On prend ici, dans le cadre de ce cours, deux types de masse. Alors, la première, c'est la masse qui est déjà connue en mécanique classique, qui correspond à la quantité de matière contenue dans le corps et qui est constante dans tous les référentiels galiléens. On va la symboliser par M0 et on va l'appeler, dans le cadre de la mécanique relativiste, masse au repos de la particule. Alors, le deuxième type de masse, c'est la masse inertielle. Elle caractérise la résistance d'un corps au mouvement et elle dépend du référentiel et aussi elle est symbolisée par M. Alors, la masse inertielle M est égale à M0 sur racine de 1 moins V carré sur C carré. Donc, vous voyez que cette masse-là n'est pas constante. Elle dépend de la vitesse de la particule, V. Et puisque la vitesse dépend du référentiel, donc la masse inertielle dépend du référentiel. Elle n'est pas constante. On peut écrire que M est égal à gamma M0. Avec gamma qui est égal à 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré. Et ce facteur-là, facteur gamma, est appelé facteur de Lorentz. Là, il y a une petite remarque, si V tend vers 0, alors gamma tend vers la valeur 1, et donc on va obtenir M qui est égal à M0, et donc on se trouve dans le cadre de la mécanique classique. Alors, la quantité de mouvement en mécanique relativiste, c'est toujours la même relation, elle est égale à M fois V. Seulement ici, la masse, c'est la masse inertielle. Et donc, P est égal à gamma M0 V. La relation de De Broglie pour la longueur d'onde associée à la particule est toujours valable. Elle ne change pas. P est égal à H sur lambda. Alors ici, pour les énergies, on définit une nouvelle énergie qui est appelée l'énergie au repos de la particule. Alors, selon la mécanique relativiste, n'importe quel corps ou bien n'importe quel objet qui possède une masse possède aussi une énergie égale à M0 C carré. Cette énergie est appelée énergie au repos de la particule. Alors, l'énergie cinétique, elle est égale à gamma moins 1 fois M0 C carré. Et l'énergie totale est égale à la somme de l'énergie cinétique et avec l'énergie au repos. Donc, si on met gamma moins 1 M0 C carré, EC, plus E0 qui est égal à M0 C carré, on va obtenir que E est égal à gamma M0 C carré, ça veut dire M fois C au carré. Là, ici, on donne des relations. Alors ça, ce sont des relations purement mathématiques qui vont simplifier les calculs dans certains cas. Donc, on donne des relations entre P, E et EC. Là, ici, on peut écrire que l'énergie totale carrée est égale à PC au carré plus E0 au carré. Et aussi que P, c'est 1 sur C racine de E carré moins E0 carré. Ou bien, sous cette forme-là, si on remplace E par EC plus E0. Là, il y a une remarque. Si la vitesse est très faible par rapport à C, donc on peut écrire que gamma est presque égal à 1 plus 1 demi V carré sur C carré. En remplaçant gamma dans l'équation ou bien la relation de EC par cette expression-là, en mettant ça ici,
Ici, à la place de gamma, ici, on met 1 plus 1 demi V carré sur C carré. On obtient EC égale à 1 demi M V carré, qui est la relation d'énergie cinétique donnée par la mécanique classique. Alors, ce résultat-là est obtenu en utilisant le développement limité suivant. Ça veut dire que d'après la relation numéro 1, cette relation-là, les lois de la mécanique classique ne sont qu'une approximation de celle de la mécanique relativiste lorsque V est très petit par rapport à C. Là, on dit qu'une particule est relativiste si V est supérieur à 0,1 C ou bien si gamma est supérieur à 1,005. Alors, la mécanique relativiste est valable quelle que soit la vitesse. Mais en pratique, on préfère utiliser la mécanique classique lorsque V est inférieur à 0,1 C, puisque les relations de la mécanique classique sont très simples pour éviter les calculs compliqués. Alors, dans ce tableau-là, on récapitule les relations qu'on a vues précédemment. Alors ici, pour chaque type de rayonnement, on va donner les relations qu'on doit utiliser pour ce rayonnement. Alors, par exemple, en jaune ici, on a les rayonnements électromagnétiques. Par exemple, les photons, rayons X, ondes radio, lumière visible, etc. Alors, tous les rayonnements électromagnétiques, on leur applique les relations en jaune ici. Alors, pour un rayonnement électromagnétique, la masse est nulle. La quantité de mouvement, c'est H sur lambda, ou bien c'est E sur V, et elle est égale à M fois E sur C. L'énergie, c'est H nu, ou bien HC sur 1 lambda, ou bien 12400 sur 1 lambda. La relation entre P et E, on a E est égal à P fois C sur 1. Et P est égal à E sur V, ou bien 1 fois E sur C. Alors, toutes ces relations ne sont valables que pour les rayonnements électromagnétiques. Alors, pour les rayonnements particulaires, par exemple les électrons, protons, neutrons, atomes, etc., on a deux cas. Le cas classique, où la vitesse est inférieure à 0,1 C. Donc, on peut utiliser la mécanique classique dans ce cas-là. Alors, la masse, elle est constante. La quantité de mouvement, c'est M, c'est la masse multipliée par la vitesse. Et aussi, on peut l'écrire que c'est H sur lambda. L'énergie cinétique, c'est 1 demi mv au carré. Ou bien aussi, si la particule possède une charge et qu'elle se déplace sous l'effet d'une tension, on peut l'écrire Q fois E. Alors, EC, on peut l'écrire aussi P carré sur 2M. Et P, c'est racine de 2M EC ou bien racine de 2M QU. Alors, toutes ces relations en bleu sont valables pour des particules classiques, ça veut dire qui ont des vitesses inférieures à 0,1 C. Si la vitesse de la particule est supérieure à cette valeur, on dit qu'elle est relativiste. Et donc, on doit utiliser les relations ou bien les lois de la mécanique relativiste. Alors, dans ce cadre-là, la masse M est égale à gamma M0. La quantité de mouvement P, c'est M fois V, ça veut dire gamma M0V. On peut l'écrire aussi, c'est H sur lambda. Alors ici, on définit l'énergie au repos E0 est égale à M0C carré. L'énergie cinétique, c'est gamma moins 1 E0, ou bien Q fois U. Alors cette relation-là, elle est valable, quelle que soit la vitesse. Q fois U ne dépend pas de la vitesse. Donc elle est toujours valable en mécanique classique ou bien en mécanique relativiste. L'énergie totale, c'est EC plus E0, donc c'est gamma M0C carré. Ça veut dire que c'est MC au carré. Et ici, on a les relations entre l'énergie totale, la quantité de mouvement, l'énergie totale et aussi
entre la quantité de mouvement, l'énergie cinétique et l'énergie au repos. Donc, il faut faire attention que certaines relations s'appliquent dans certains cas, mais ne s'appliquent pas dans les autres cas. Par exemple, ici, cette relation-là, E est égal à H nu, elle est uniquement valable pour les rayonnements électromagnétiques. Je ne peux pas prendre un électron et dire que son énergie est égale à H nu. Alors, même si l'électron possède une longueur d'onde, lorsqu'on lui associe une onde, cette onde-là possède une longueur d'onde, lambda. Donc, on ne peut pas dire que l'énergie de l'électron, c'est Hc sur 1 lambda. C'est faux. Cette relation-là, elle est valable uniquement pour les rayonnements électromagnétiques. Ça veut dire pour les photons, que ce soit des rayons X, des rayons gamma, ou bien n'importe quel rayonnement électromagnétique. La même chose ici, par exemple, E est égal à mc au carré. On ne peut pas utiliser cette relation pour un rayonnement électromagnétique. C'est impossible, c'est faux. Pour un rayonnement électromagnétique, E c'est H nu ou bien Hc sur 1 lambda. Alors, on va voir maintenant un exemple. Donc, on a la première question. Donc, on a un photon possède une énergie égale à 3100 électronvolts. On nous demande de calculer sa longueur d'onde dans le vide. Alors, d'abord, un photon, c'est quoi? Un photon, c'est un rayonnement électromagnétique. Donc, on doit lui appliquer les règles ou bien les lois valables pour un rayonnement électromagnétique. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné l'énergie du photon. Et on veut sa longueur d'onde. On a l'énergie du photon, qui est un rayonnement électromagnétique, est égale à Hc sur 1 lambda. Nous, on veut la longueur d'onde, lambda. Donc, on écrit E, c'est Hc sur 1 lambda, ou bien c'est 12400 sur 1 lambda, avec lambda en angstrom et l'énergie est en électronvolts. Et donc, lambda, c'est 12400 sur E. Alors ici, M est égal à 1 dans le vide. C'est pourquoi on l'a remplacé par 1. Et on obtient à la fin lambda égale à 4 angstroms. Dans la deuxième question, nous avons un électron relativiste possède une énergie totale égale à 2 fois 10 puissance moins 13 joules. Calculez la longueur de l'onde qui lui est associée. Donc ça, c'est un électron. Ça veut dire que c'est une particule ou bien un rayonnement particulaire. Alors, je ne peux pas écrire ça pour un rayonnement particulaire. Je ne peux pas dire que E est égal à Hc sur 1 lambda ou bien 12400 sur 1 lambda. C'est faux. Donc, je dois lui appliquer les lois valables pour le rayonnement particulaire. Alors, s'il est classique, on applique ça. S'il est relativiste, on applique ça. Donc, nous avons l'énergie et on veut lambda. Alors, pour un rayonnement particulaire, lambda apparaît uniquement dans P, ici. Dans toutes les autres relations, il n'y a pas de lambda. Donc, pour trouver lambda, on doit trouver d'abord la quantité de mouvement. Donc, on a P est égal à H sur lambda. Ça veut dire que lambda, c'est H sur P. Et P, on n'a pas sa valeur. Nous, tout ce qu'on a, c'est E. Alors, on peut trouver P à partir de E, à partir de cette relation-là. On a P est égal à 1 sur C racine de E carré moins E0 carré. Et donc, on va mettre à la place de P, on va mettre 1 sur C racine de E carré moins E0 carré.
E0 est égal à M0 C carré. Et la masse au repos de l'électron, elle est connue. Donc, on met lambda est égal à 1 sur C. C, c'est 3 fois 10 puissance 8. E ici, c'est 2 fois 10 puissance moins 13 au carré. Alors, la masse de l'électron, c'est 9,1 fois 10 puissance moins 31. Et C, c'est 3 fois 10 puissance 8. H, c'est 6,62 fois 10 puissance moins 34. Il faut faire attention ici à ce que toutes les unités soient dans le système international, puisqu'on a l'énergie en joules. Et donc, à la fin, on va obtenir lambda en mètres. C'est 1,09 fois 10 puissance moins 12 mètres. Alors ici, pourquoi on a utilisé directement les lois de la mécanique relativiste? On n'a pas utilisé celles de la mécanique classique. Alors ici, on ne sait pas si l'électron est... Il nous a déjà dit que l'électron était relativiste. Donc, on ne peut pas utiliser les lois de la mécanique classique, celle en bleu. On doit utiliser celle-là. Alors, s'il était classique, on mettrait ces lois en bleu. Alors, la dernière partie de ce chapitre-là, c'est la production de chaleur par les rayonnements. Alors, lorsqu'un rayonnement tombe sur un corps, ou bien lorsqu'il le traverse, il peut perdre la totalité ou une partie de son énergie sous forme de chaleur. Alors, la chaleur, c'est quoi? C'est les vibrations des atomes du milieu. Donc, le rayonnement va perdre une partie de son énergie qui sera transformée par les atomes du milieu en énergie de vibration, ça veut dire de chaleur. Alors, cette chaleur absorbée par le corps fait augmenter sa température de façon linéaire suivant la relation delta Q est égal à M fois C fois delta θ. Alors, delta Q, c'est la chaleur absorbée par le corps et elle est égale à l'énergie perdue par le rayonnement sous forme de chaleur. M, c'est la masse du corps qui a absorbé la chaleur. C, ce n'est pas la vitesse de la lumière dans le vide ici. Ici, C, c'est la chaleur massique du corps. Et delta θ, c'est la variation de la température. Alors, on peut écrire l'expression précédente, cette expression-là, delta Q égale à mc fois delta θ. On peut l'écrire sous cette formule-là. Delta Q égale à grand C fois delta θ. Et grand C est appelé capacité calorifique du corps. Alors, on utilise pour la chaleur plusieurs... Alors, la chaleur, c'est une énergie. Dans le système international, son unité, c'est le joule. Mais on utilise souvent une autre unité qui est appelée la calorie. On a une calorie est égale à 4,18 joules. Alors, merci pour votre attention et on se verra pour la prochaine vidéo.